À 55 ans, j'ai transformé de mes propres mains un riche et accueillant manoir en une caverne de glace. Non, je n'ai pas perdu la tête. Et je n'étais pas un bandit, j'ai simplement recouvré une dette. Cela s'est passé cet après-midi-là, où je suis rentré du travail un jour plus tôt. J'ai ouvert la porte silencieusement avec ma clé, anticipant la joie des retrouvailles. Mais la scène qui s'est déroulée devant moi dans le salon est encore gravée dans mes yeux. Mon gendre, un homme corpulent, traînait ma fille par terre, tenant sa blouse déchirée. Et Sébastien, l'homme pour qui j'avais rénové la moitié de la maison gratuitement, regardait tout cela comme un spectacle gratuit, mâchant des cacahuètes et souriant malicieusement. Vas-y, apprends-leur. À cette seconde, j'ai compris, la surprise allait venir, mais pas celle qu'ils attendaient. J'allais emporter avec moi ce qui, sans quoi, cette maison deviendrait morte. Voici l'histoire de la façon dont j'ai démantelé l'arrogance d'autrui en même temps que les tuyaux. Bonjour les amis. Je m'appelle André, j'ai 55 ans et toute ma vie consciente, j'ai réparé ce que les autres cassaient. J'ai rendu la chaleur aux maisons refroidies et j'ai organisé la vie des gens. Mais comme je l'ai découvert, réparer sa propre vie avec un simple tournevis n'est pas possible. Je suis un homme ordinaire, comme des millions d'autres, avec des cales aux paumes des mains qu'aucun savon ne peut enlever, et avec le rêve simple d'une vieillesse tranquille aux côtés de la femme aimée. Mais le destin porte parfois des coups si rudes qu'aucun lien ne tient. Maintenant, en regardant en arrière, je comprends que tous les signes de problème étaient visibles auparavant. Mais nous sommes ainsi. Nous préférons fermer les yeux sur l'évidence, pourvu que ce soit pour préserver une paix pourrie. Je n'aurais jamais pensé que le son d'une voix familière puisse faire plus mal qu'un tuyau d'acier éclatant sous la pression de l'eau bouillante. Vous savez, dans notre métier, la plomberie, le plus effrayant n'est pas quand un tuyau éclate, mais quand la pourriture se cache à l'intérieur, sous le beau revêtement céramique, et que l'on prie jusqu'au dernier moment pour que le système tienne bon, même en sachant rationnellement que la catastrophe est inévitable. Le train marquait le rythme des rails, comptant les derniers kilomètres de mon absence de 6 mois. Et ce rythme me calmait mieux que n'importe quel somnifère. Je rentrais chez moi un jour avant la date promise pour faire une surprise à mes filles. Et cette petite ruse me réchauffait plus à l'intérieur que n'importe quelle couverture de voyage. Dans la poche intérieure de ma veste, près du cœur, se trouvait la carte bancaire avec le fruit de mes nuits blanches, du travail les genoux dans la boue et de la vie dans des logements improvisés. Là se trouvait l'argent pour de nouvelles fondations. Il y a 6 mois, un terrible incendie causé par un vieux câblage électrique a consumé notre maison familiale en quelques heures, nous laissant, Grassa et moi, ainsi que notre fille, littéralement sur les cendres. Ce fut une épreuve effrayante quand on reste là, impuissant, à regarder le feu dévorer 30 ans de sa vie, des photos, des objets, des souvenirs, et que l'on ne peut rien faire. Nous nous sommes retrouvés sans rien, et nous avons dû nous humilier devant les parents du mari de notre fille Carla. Sébastien est un homme particulier, un entrepreneur local de taille moyenne, qui toute sa vie a tout acheté et vendu et comptait chaque centime comme si c'était le dernier du monde. Il nous a hébergés dans sa spacieuse maison à 2 étages, mais Dieu en est témoin. Ce pain avait un goût amer. Dès les premiers jours, Sébastien a clairement fait savoir qui était le maître et qui était l'invité indésirable. Bien que moi, essayant de payer pour le toit au-dessus de nos têtes, je travaillais sur sa propriété comme un forçat. Pendant ces 6 mois, dans les intervalles entre les voyages de travail, j'ai refait entièrement le système de chauffage. J'ai remplacé toute la plomberie par de l'importé et j'ai installé une nouvelle chaudière à double circuit qui a coûté le prix d'une aile d'avion. J'ai tout fait consciencieusement, comme si c'était pour moi. J'espérais que mon travail compterait et adoucirait son cœur dur. Mais Sébastien considérait tout cela comme une obligation, se contentant de crier quand je faisais une pause. Parasite. Le taxi, une vieille voiture avec une fissure sur le pare-brise, glissait doucement sur ses pneus le long de la route enneigée, m'approchant de la ville. Le chauffeur, un jeune homme aux yeux fatigués, parlait de quelque chose concernant le prix de l'essence, mais je n'écoutais que d'une oreille, plongé dans mes pensées. Devant mes yeux se trouvait le visage de Grassa, ma fidèle et patiente, ma petite Grassa, qui, pendant tous ces mois, avait seule tenu bon face au tempérament de Sébastien et à ses critiques éternelles. Elle est douce,
sans conflit, prête à donner la dernière chose qu'elle possède, juste pour éviter les disputes. Et je savais à quel point il était difficile pour elle de vivre dans une maison étrangère comme locataire sans droit. Et je pensais encore à Carlinia, notre fille, et mon cœur se serrait d'une prémonition anxieuse que je m'efforçais de chasser. Son mari, Eduardo, mon gendre, travaillait pour son père et dépendait entièrement de son argent, ce qui avait transformé le jeune homme en une créature sans volonté, mais agressive. Eduardo aimait boire et, lorsqu'il buvait, il devenait violent. Et bien que Carla ne se plaignît jamais directement, je voyais à ses yeux, remplis de larmes, que tout n'allait pas bien dans sa jeune famille. La voiture tourna dans une rue connue et je demandai au chauffeur de s'arrêter un peu avant le portail pour ne pas faire de bruit et ne pas gâcher la surprise. Après avoir payé et donné un pourboire pour le service rapide, je sortis dans la nuit froide d'hiver, respirant profondément un air qui sentait la fumée de cheminée et la neige fraîche. C'était calme, d'un calme si silencieux, comme cela n'arrive que dans une petite ville en hiver, lorsque le son des pas s'entend de loin. J'ajustai la lourde sacoche à outils sur mon épaule, mon fidèle gagne-pain, l'ensemble de clés Allen et de pinces à sertir que je ne confiais jamais au bagage, et je me dirigeai vers le haut mur de tôle métallique. La maison des compères brillait par les fenêtres du premier étage. Et cette lumière jaune et chaude promettait le confort, un bon dîner et les étreintes tant attendues pour lesquelles j'avais supporté les vents du Nord. J'imaginais comment j'entrerais maintenant, comment Grassa lèverait les mains surprises, comment Carlinia courait vers moi. Et même le toujours insatisfait Sébastien marmonnerait peut-être quelque chose d'amical par délicatesse. Le petit portail n'était pas verrouillé, et j'entrai dans la cour, remarquant immédiatement que les allées n'étaient pas nettoyées. Apparemment, Eduardo était de nouveau paresseux ou occupé par quelque chose de plus important. En passant devant la fenêtre de la cuisine, je m'arrêtai une seconde pour ajuster mon bonnet et secouer la neige de mon col. Et à ce moment-là, le tableau idyllique dans ma tête se fissura pour la première fois. Derrière les doubles vitrages ne venaient pas les sons d'une table dressée ou de la télévision, mais un bruit déchirant et inhumain, semblable au gémissement d'un chien battu. En moi, tout se glaça, et l'anticipation joyeuse des retrouvailles fut instantanément remplacée par une peur poisseuse et lourde qui s'installa dans ma gorge comme un nœud. J'accélérai le pas, montai les escaliers en essayant de marcher silencieusement, et saisis la poignée métallique froide de la porte d'entrée. La porte céda facilement, et j'entrai dans le couloir sombre, où flottait une odeur d'alcool, d'oignons frits et de malheur. Les voix devinrent plus claires, et je distinguais maintenant clairement le cri ivre et strident d'Eduardo et les pleurs bas et suppliants de ma femme. « Tu vas faire ce que j'ai dit !» criait mon gendre. Et dans sa voix, il y avait cet horrible plaisir du pouvoir qui n'existe que chez les personnes lâches ayant ressenti l'impunité. Son père a dit « Vous n'êtes personne ici, parasite !» Je lâchai la sacoche par terre, sans même me soucier que le bruit du fer pût effrayer quelqu'un, et en 2 bonds, je parcourus la distance jusqu'au salon. Ce que je vis resta à jamais gravé sur la rétine de mes yeux, comme si cela avait été marqué au fer rouge. Au milieu de la pièce, contre le mur, recroquevillée en boule, se trouvait ma fille, Carla. Sa blouse était déchirée à l'épaule, exposant la peau rougie, et du mascara mêlé de larmes coulait sur son visage. Eduardo, mon gendre, ce morveux que j'avais tiré d'embarras plus d'une fois, planait au-dessus d'elle, la main levée pour frapper. Son visage était déformé par la rage ivre et à ses pieds, s'accrochant à son pantalon, rampait ma Grassa, ma fière et belle Grassa, implorant humiliée. « Dudu, non, s'il te plaît. On va tout arranger, on va tout faire, mais ne la touche pas. » Mais le plus effrayant n'était même pas cela. Dans l'embrasure de la porte qui menait à la cuisine se tenait le propriétaire de la maison, mon compère Sébastien, tranquillement, avec un plaisir sadique, mâchant des cacahuètes et crachant les coques directement sur le coûteux sol stratifié. Il assistait au passage à tabac de sa propre belle-fille comme à un cirque gratuit et un sourire répugnant errait sur son visage. À côté de lui, les mains sur la bouche et la tête rentrées dans les épaules, se tenait sa femme Conseil Saint, terrifiée à mort, mais sans le courage de s'opposer à la volonté de son mari. « Vas-y, fiston, donne-leur une leçon !» encourageait Sébastien, sans retirer les mains des poches de son survêtement usé. « Qu'elles sachent leur place, à vouloir faire les reines !»
À ce moment-là, le temps s'arrêta pour moi. Je cessai de ressentir la fatigue du voyage, le poids des années vécues et la douleur dans mes articulations. Tous les sons disparurent. Il ne resta que le battement assourdissant de mon propre sang dans mes tempes et un voile rouge couvrant ma vision. Devant moi, il n'y avait ni personne, ni parents, ni famille. C'étaient des bêtes qui avaient flairé une odeur de sang, et pour les arrêter, il fallait une force supérieure à leur propre cruauté. Je respirais profondément, sentant comment une rage froide et calculée s'allumait dans ma poitrine. Et j'avançais vers ce cauchemar, comprenant que la vie d'avant était terminée à cet instant précis. Le fracas du sac à outils tombant résonna dans ce silence tendu, comme le coup de pistolet d'un départ de course, déchirant instantanément la toile visqueuse de peur qui enveloppait mes femmes. Je ne me souviens pas comment j'ai parcouru les derniers mètres qui me séparaient de ce misérable ivrogne. Mais mon corps, endurci par des années de dur labeur physique, réagit plus vite que la raison n'eut le temps de s'effrayer des conséquences. Eduardo, mon gendre, ce tyran domestique, courageux uniquement avec les plus faibles, n'eut même pas le temps de se tourner vers le son, quand ma main, dure et lourde comme une pièce de fonte, se posa sur son épaule et le tourna brusquement vers moi. Dans ses yeux troubles, gorgés de alcool fort, pendant une fraction de seconde, une étincelle de surprise jaillit, qui fut immédiatement remplacée par une terreur animale quand il vit mon visage. Je sais que lorsque je suis en colère, j'ai une apparence effrayante. Mais à ce moment-là, je ressemblais probablement au diable en personne. Je ne le frappais pas au visage pour ne pas me salir les mains, mais je mis simplement tout mon poids, toute l'amertume et la rage accumulées pendant ces mois dans une seule poussée courte et ferme, la paume ouverte, directement sur sa poitrine chétive. Cela suffit à Eduardo pour perdre l'équilibre, être projeté en arrière, renverser l'étagère à fleurs avec son dos et tomber avec un bruit sourd dans le coin de la pièce, agitant les jambes, essayant de se relever. Dans la pièce plana un silence vibrant, brisé seulement par sa respiration haletante et par le sanglot effrayé de Carla, qui pressait encore ses mains contre son chemisier déchiré. Je me tins entre eux, protégeant ma fille et mon épouse, et je sentis comment derrière moi Grassa s'accrochait convulsivement à ma veste, cherchant protection. Et ce contact me confirma définitivement que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Sébastien, mon compère, qui une seconde auparavant se sentait maître de la situation, devint livide. Son visage se couvrit de taches rouges, et il se jeta dans ma direction, serrant les poings avec l'intention manifeste de me donner une leçon. Mais je tournai lentement la tête et le regardai droit dans les yeux, avec un regard lourd et immobile de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui est prêt à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il rencontra ce regard comme un mur de béton, et toute son ardeur combative s'évapora instantanément, remplacée par la prudence commerciale habituelle et par la rage. Parce que les gens comme eux ressentent parfaitement la force et ne passent jamais à l'attaque quand ils ne sont pas sûrs de la victoire. Que fais-tu, André? Siffla-t-il, crachant ses mots, mais en gardant une distance de sécurité derrière son épouse, terrifiée. Tu as levé la main sur l'homme de la maison. Tu as perdu tout respect, parasite. Je restai silencieux, reprenant mon souffle et le regardai simplement, faisant comprendre que n'importe quelle de ses paroles à ce moment-là me traversait sans m'atteindre. Mais Sébastien, voyant qu'il ne pouvait pas me vaincre physiquement, décida d'attaquer par le point le plus sensible, notre situation sans issue. Eh bien, ma patience est à bout, hurla-t-il, s'enflammant de lui-même, et commença à marcher nerveusement dans la pièce, donnant des coups de pied dans les objets éparpillés. Ou bien tu poses, tout de suite, à l'instant même, sur ma table tout l'argent que tu as gagné dehors comme amende pour préjudice moral et paiement pour votre année passée à vivre gratuitement, ou bien vous partez d'ici tout de suite, je ne veux plus rien savoir de vous. Je ne veux même plus sentir votre odeur ici. Concessant, son épouse leva les mains et tenta de balbutier quelque chose en le tirant par la manche. Beto, arrête ça, il fait nuit. Où vont-ils aller? Mais il la repoussa rudement, de sorte que la femme eut du mal à garder l'équilibre et cria Tais-toi, idiote, ce ne sont pas tes affaires, qu'ils aillent dormir dans la rue s'ils ne savent pas apprécier. Il reporta son regard sur Grassa, qui me regardait avec une telle espérance et une telle supplication que mon cœur se serra. Et ensuite, je regardai Carla, dans les yeux de laquelle, outre la peur, je vis pour la première fois une étincelle de fierté pour son père.
À ce moment-là, je compris une chose simple, mais terrible. Si nous nous plions maintenant, si je lui donne l'argent et que je m'excuse pour un lit chaud, nous cesserons d'être des êtres humains. Nous nous transformerons en esclaves silencieux, sur lesquels ce despote s'essuiera les pieds jusqu'à la fin de sa vie. Le froid de la rue tue le corps, mais l'humiliation tue l'âme. Et la ressusciter ensuite est bien plus difficile que de réchauffer des doigts gelés. Nous partons, dis-je à voix basse, mais avec fermeté. Et ma voix résonna dans cette pièce plus fort que n'importe quel cri, coupant toutes les voix de retour. Alors, Grassa poussa un cri de détresse, pressant ses paumes contre ses joues, et, dans ses yeux, la panique étincela. « Andrésigno, où allons-nous? Il fait nuit, c'est l'hiver. Demain, peut-être. » « Pas de demain, Grassa. » Je la pris par les épaules et la secouai légèrement, la forçant à me regarder dans les yeux et lui transmettant ma confiance. « Vous et Carla, préparez-vous. Prenez les documents, des vêtements chauds et le strict nécessaire. Nous irons chercher le reste plus tard. Pour l'instant, l'important est de quitter ce repère. » Je vis à quel point il était difficile pour elle de prendre cette décision. Comme il était effrayant de s'aventurer vers l'inconnu, de quitter une maison chaude, même si elle était détestée. Mais elle, ma fidèle compagne, hocha la tête et, essuyant ses larmes, courut dans la chambre pour faire les bagages. Les compères restèrent bouche bée. Ils étaient absolument certains que j'allais ramper à genoux, supplier, leur glisser de l'argent dans la main juste pour rester au chaud. Après tout, nous n'avions vraiment pas de chez nous. Sébastien arrêta même de mâcher ses cacahuètes, incrédule que son chantage n'ait pas fonctionné, et sur son visage, la confusion luttait avec l'orgueil blessé. Pendant que les femmes rassemblaient hâtivement leurs affaires, je sortis mon téléphone et mes doigts, d'habitude agiles et sûrs, tremblaient traîtreusement, tandis que je cherchais le numéro nécessaire dans ma liste de contacts. Pedro Fontes, mon ancien client, un homme aisé et intègre, un mois auparavant, alors que je terminais d'installer la chaudière chez lui, avait mentionné en passant qu'il cherchait une personne de confiance pour s'occuper de sa maison de campagne pendant son voyage. À l'époque, j'avais refusé, espérant reconstruire notre résidence rapidement, mais c'était maintenant la seule planche de salut à laquelle je pouvais m'accrocher pour ne pas geler dans la rue. Les sonneries du téléphone durèrent une éternité. Chacune d'elles frappait mes nerfs comme un marteau, et je priais pour qu'il ne dorme pas, pour qu'il réponde, pour qu'il n'ait pas changé d'avis. « Allô, André ?» Sa voix calme et confiante résonna enfin, et je poussai presque un soupir de soulagement, sentant le nœud de glace dans mon ventre se défaire. « Pedro, bonsoir. Excusez-moi de vous appeler si tard. C'est André, le plombier. » Je commençai, essayant de parler calmement, bien que ma voix se brisât traîtreusement. « Votre proposition de prendre soin de la maison tient-elle toujours? J'ai eu un cas de force majeure ici. J'ai un besoin urgent de logement pour ma famille. » De l'autre côté de la ligne, il y eut une pause, et en ces quelques secondes, je réussis à vivre une vie entière remplie de désespoir. Mais ensuite, il répondit simplement et humainement. « Bien sûr, André, la maison est vide, le chauffage est au minimum. Les clés sont à la sécurité du lotissement. Je vais les appeler tout de suite pour les prévenir. Vous pouvez y entrer dès aujourd'hui. Avez-vous besoin d'autre chose? Merci, Pedro. Vous nous avez sauvés. Je n'oublierai jamais, expirai-je, sentant un nœud de gratitude monter dans ma gorge pour cet homme. Au fond, un étranger qui s'était montré plus proche que des parents de sang. Nous partons tout de suite. Je raccrochai et regardai Sébastien, qui avait prêté attention à la conversation tout le temps, et je vis son visage se tordre en une grimace de déception et de colère. Il comprit que son pouvoir sur nous était terminé. Une demi-heure plus tard, qui passa comme dans un rêve, nous étions déjà à la porte, chargés de valises et de sacs, respirant l'air glacé de la nuit, qui me semblait maintenant le plus doux du monde, car c'était l'air de la liberté. Le taxi éclairait déjà le portail de ses phares, et nous nous hâtâmes vers la voiture, nous soutenant les uns les autres pour ne pas glisser sur les marches couvertes de glace, qu'Eduardo n'avait jamais daigné nettoyer. Sébastien sortit derrière nous sur le balcon en pantoufles, ne sentant pas le froid tant il était en fureur, et nous cria après, la voix déchirée, « Allez, partez, vous allez le regretter, vous reviendrez en rampant, et là, je ne vous laisserai même pas entrer.
Et vos affaires, ce qui sont restées dans la maison et vos outils chers, je confisquerai tout en guise de paiement de dette. Vous pouvez considérer que nous sommes quittes. Je m'arrêtai une seconde à la porte ouverte du taxi en entendant parler des outils. Mon kit professionnel était resté dans le sac qui m'avait fait vivre pendant des années et valait une bonne somme d'argent, sans parler des matériaux que j'avais investis dans sa maison. Intérieurement, tout bouillonnait en moi. Je voulus retourner et expliquer à ce porc avide ce qu'était la propriété d'autrui. Mais je regardais Carla qui tremblait, grâce à pâle, et je compris que ce n'était pas le moment de se battre. Le principal était d'emmener mes filles en lieu sûr, les réchauffer, les calmer, et Sébastien et sa confiscation, je m'en occuperai plus tard. Et cette conversation serait courte et dure. Allons-y, chauffeur, dis-je en fermant la porte, nous coupant de cette maison maudite, des cris, de l'humiliation, laissant derrière nous un morceau de vie que je voulais oublier comme un cauchemar. La voiture démarra, et moi, serrant mes femmes par les épaules, sentais comment leur tremblement s'estompait progressivement, comment leur respiration se normalisait, bien que les larmes brillassent encore sur leurs joues à la lumière des lampadaires qui défilaient. Nous nous dirigions vers l'inconnu, vers une maison étrangère, sans un chez nous, sans plan pour l'avenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas un hôte indésirable, mais le chef de famille, un homme qui avait réussi à prendre une décision. Cependant, les paroles de Sébastien concernant la confiscation étaient restées gravées dans ma tête, ne me laissant aucun répit. Et plus nous nous éloignions, plus clairement je comprenais que je n'avais aucune intention d'offrir le fruit de mon travail sans autre forme de procès. Je me suis souvenu de la nouvelle chaudière que j'avais amoureusement réglée une semaine auparavant. Je me suis souvenu des coûteux radiateurs italiens, de la distribution en cuivre, du groupe de pompes. Tout cela avait été acheté avec mon argent durement gagné. Tous les reçus étaient dans ma mallette de documents que, Dieu merci, j'avais emporté avec moi. Cet idiot avide pensait que j'allais avaler et lui pardonner des milliers d'euros juste parce qu'il nous avait expulsés. Non, Beto, pensai-je en regardant les arbres noirs qui défilaient par la fenêtre. Tu as commis la plus grande erreur de ta vie. Tu as confondu ma patience avec de la faiblesse et mon intégrité avec de la stupidité. Demain, quand mes filles seront en sécurité, je reviendrai et nous parlerons dans la seule langue que tu comprends, le langage de la loi et des documents. Et cette conversation ne te plaira pas du tout. Nous sommes arrivés au lotissement de Pedro Fontes quand les horloges marquaient déjà minuit. La sécurité nous a remis les clés sans poser de questions. La maison n'était pas seulement grande, elle était énorme. Mais elle nous accueillait maintenant avec le froid des pièces inhabitées, avec cette solitude vide et perçante qu'il nous incombait d'habiter. Le lendemain, dans cette maison étrangère, ne commença pas avec le grincement familier du plancher ou avec l'odeur de pancakes fraîchement préparés, mais avec un silence étouffant et inhabituel qui bourdonnait dans mes oreilles. J'ouvris les yeux, fixant le haut plafond blanc et inconnu, et pendant quelques secondes, je restais immobile, essayant de comprendre où j'étais et pourquoi. Au lieu de la joie du retour, il y avait en moi une pierre froide et lourde. La mémoire, serviable et implacable, ramena immédiatement à la surface les images de la nuit précédente. Le visage tordu du gendre, les larmes de ma fille, le sourire arrogant du compère et notre fuite précipitée et presque honteuse à l'aube. Mais, étrangement, au lieu du désespoir ou de la peur qui aurait dû me paralyser, je sentis qu'une fureur froide et calme s'éveillait en moi. Cet état qui saisit le maître avant un accident très grave, quand les émotions se déconnectent, laissant place au calcul pur et nu. Je me levai du lit, essayant de ne pas réveiller ma femme endormie à mes côtés, et allai jusqu'à la fenêtre. Dehors, un lever de soleil gris et sombre commençait, aussi sévère et implacable que ce que j'étais sur le point de faire. Vous savez, il y a une sorte de personne qui confond la gentillesse avec de la faiblesse et l'intégrité avec de la stupidité. Et mon compère Sébastien appartenait exactement à cette race. Il dort probablement au chaud maintenant, convaincu qu'il a gagné, qu'il m'a humilié, piétiné et qu'il a même profité de mon patrimoine. Mais il a oublié une loi importante de la physique qui fonctionne aussi dans la vie. La force d'action est égale à la force de réaction. Je sortis dans la cuisine, composai le numéro de mon partenaire Marcio,
un homme de confiance avec qui j'avais traversé le feu et l'eau sur les chantiers. Et en entendant sa voix rauque de sommeil, je ne dis qu'une phrase: Martio, j'ai besoin d'aide. Prends le pick-up et deux gars costauds. Aujourd'hui, nous avons un démontage pas très commun. Martio, que Dieu te garde. Il ne posa pas de questions inutiles. Il comprit que l'affaire était sérieuse et grommela simplement: Dans 1 heure, nous serons là. Je sortis de mon sac de voyage la mallette de documents que je gardais comme la prunelle de mes yeux. Une habitude développée après des années de travail avec des clients. Et je parcourus les reçus, les factures et les termes de garantie. Chaudière à gaz, chauffe-eau, ensemble de pompes, radiateurs, jusqu'aux tuyaux en cuivre et aux raccords. Tout cela avait été acheté en mon nom, payé avec ma carte, et chaque papier se transformait maintenant en un projectile blindé contre la cupidité du compère. Je n'avais pas l'intention de me venger, ni de me faire justice moi-même. Je voulais simplement récupérer ce qui était à moi jusqu'à la dernière vis, le laissant avec ce qu'il avait avant mon arrivée. Des tuyaux rouillés et une conscience froide. Quand le pick-up avec les gars arriva au portail du lotissement, je les attendais déjà, vêtus de ma veste de travail qui sentait la graisse et le métal. Une odeur qui m'inspirait toujours confiance. Nous nous serrâmes la main en silence. Martio, regardant mon visage de pierre, acquiesça simplement avec compréhension, voyant dans mes yeux cette détermination avec laquelle les gens vont au dernier combat. La route jusqu'à la maison des compères ne prit pas plus de 20 minutes, mais pour moi, elle sembla une éternité, pendant laquelle je répétais mentalement la conversation qui approchait, coupant tout ce qui était superflu, ne laissant que les faits bruts. Aujourd'hui, le compère fêtait son anniversaire. Il attendait des invités illustres de l'élite locale, devant qui il comptait se vanter non seulement de la table, mais aussi de cette rénovation européenne que j'avais réalisée à la sueur de mon front. De la cheminée sortait une fumée dense. Ma chaudière fonctionnait correctement, chauffant cette maison de trahison. Et cette pensée me coupait plus vivement qu'un couteau. Dans la cour, Conseil-Sang s'affairait à déblayer la neige. Mais en voyant un pick-up arriver par le portail, et en voyant en descendre 3 hommes corpulents, moi à leur tête, elle s'arrêta, serrant le manche de sa pelle contre sa poitrine, et la peur jaillit dans ses yeux. Sur la véranda, enfilant un pardessus en chemin, Sébastien lui-même apparut, le teint rougeau, satisfait, ayant apparemment déjà pris un verre pour se mettre en joie. Mais en me voyant, il s'arrêta net, et son sourire s'effaça comme du vieux mortier. « Que voulez-vous ici » cria-t-il, tentant d'afficher un air menaçant. J'avais pourtant remarqué comment ses yeux fuyaient devant mes compagnons. Je vous ai dit hier, en bon français, il n'y a pas de retour en arrière et ne pensez même pas à venir chercher vos affaires. J'ai confisqué les outils pour préjudice moral. Partez avant que je ne lâche les chiens. Moi, tranquillement, sans prêter attention à ses cris, je m'approchai du petit portail, l'ouvris avec ma clé, qu'il avait oublié de me prendre dans le feu de l'action, et j'entrai dans la cour, sentant sous mes pieds la terre ferme et compacte. M'arrêtant à quelques mètres de lui, je sortis la mallette de l'intérieur de ma veste, la tapotai et dis « Silence », mais d'une telle manière que Conseil-Sang, en arrière-plan, frissonna. « Les outils sont une bagatelle, Béto, bien qu'ils valent plus que votre conscience. Je ne suis pas venu demander, mais récupérer mon patrimoine conformément à ces documents. » Sébastien renifla avec mépris, croisant les bras sur sa poitrine. « Quel patrimoine? Vos chaussettes sales. Demandez et partez. » « Non, compère. » Je secouai la tête, le regardant comme un enfant irresponsable. « Je parle de reçus et de garanties à mon nom. Chaudière à gaz, ensemble de pompes, ballon d'eau chaude de 200 litres, 10 radiateurs en aluminium. Groupe collecteur mélangeur. Vous nous avez expulsés. Très bien. C'est votre droit en tant que propriétaire de la maison, et moi, en tant que propriétaire de l'équipement, je libère votre bien de mes affaires. » Pendant un instant, la cour fut silencieuse, brisée seulement par les aboiements lointains de chiens et le vrombissement du moteur de notre pick-up. Sébastien resta bouche bée, et je voyais comment les rouages de son cerveau tournaient en grinçant, tentant de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Il commençait à comprendre que je ne plaisantais pas, que je n'étais pas venu chercher une valise de vêtements, mais ce qui garantissait la chaleur et le confort de sa résidence, ce dont il se montrait si fier devant les voisins. Son visage commença à rougir lentement. Il fit un pas en avant, crachant de la salive.
Vous, vous pensez quoi? Vous n'avez aucun droit. Tout est encastré dans les murs. Ce sont des améliorations indissociables. Je vais appeler la police. Je vais vous poursuivre pour agression. Appelez. Je fis un signe en sortant mon paquet de cigarettes et en allumant une, montrant par toute mon attitude que ces menaces ne m'affectaient pas. Voulez-vous que je vous prête mon téléphone ou y arrivez-vous seul? Selon la loi, Beto. C'est mon bien mobilier, temporairement installé pour essai. Aucun bon de livraison n'a été signé. Vous ne m'avez pas payé pour cela. Je n'ai pas rédigé d'acte de donation. Alors appelez, qu'ils viennent. J'aurai plaisir à leur montrer les documents. Conseil 100, en entendant parler de police, courut vers son mari, le saisissant par la manche de son par-dessus. Son visage était blanc comme la neige à ses pieds. Beto, non. Ne nous faites pas honte devant les gens. Donnez-lui ses pièces de fer, qu'il les prenne et s'en aille en paix. Ce soir, les invités viennent pour l'anniversaire. Que diront-ils s'il y a la police ici? Elle comprenait, avec son intuition féminine, que cela ne finirait pas bien, qu'on ne pouvait pas provoquer une bête acculée. Mais Sébastien avait déjà mordu à l'hameçon. L'avarice lui avait brouillé la vue. Il ne pouvait pas permettre qu'un simple plombier lui dicte ses conditions dans sa propre cour. Lâche ça, idiote. Il repoussa rudement son épouse, de sorte qu'elle chancela et serait tombée sans le monticule de neige. Je vais vous faire arrêter. Je vais vous réduire en poussière. La chaudière reste ici. C'est moi le propriétaire ici. Il sortit son téléphone d'une main tremblante et commença à cliquer sur l'écran avec ses doigts épais, de manière ostentatoire et à voix haute, pour que les voisins, déjà alertés par le bruit et commençant à jeter un œil par-dessus les clôtures, entendent. « Allô, police, ça a sonné. J'ai besoin d'une voiture de police d'urgence à la rue des Tilleuls numéro 23. Il y a un cambriolage ici. Ils sont en train de forcer la maison en plein jour. Venez vite. Il y a toute une bande ici. » Je restais immobile, assistant à ce misérable spectacle, sentant tout en moi se contracter de dégoût. Mais extérieurement, je demeurais calme comme un roc. Marcio s'approcha de moi, désignant le compère d'un signe de tête interrogateur. « André Hazan, on laisse tomber avec la police? Il doit avoir des relations. »« Sans peur, Marcio, » répondis-je, sans quitter des yeux Sébastien, qui courait maintenant dans la cour, nous regardant d'un air triomphant. La vérité est de notre côté et ses relations sont pourries, comme les tuyaux qu'il y avait ici avant. Nous attendons. À ce moment-là, en regardant la fumée s'échapper de la cheminée, je me suis soudain souvenu comment j'avais monté cette cheminée 1 mois auparavant, dans le froid, en m'équilibrant sur un toit couvert de glace. Je me suis souvenu comment Sébastien restait en bas, fumant et criant « Allez, qu'est-ce qui prend si longtemps? Il fait froid ?» Je pensais alors que je faisais cela pour la famille, pour les petits-enfants, et il s'est avéré que j'avais construit un monument à ma propre naïveté. Cette fumée chaude et douillette me semblait maintenant une moquerie, symbole de mon aveuglement. Aujourd'hui, je vais disperser cette fumée. Parfois, pour construire quelque chose de nouveau et d'honnête, il faut démolir implacablement l'ancien, même si cela fait mal. La voiture de police avec ses sirènes apparut au bout de la rue étonnamment vite. Apparemment, elle était dans les environs. Sébastien, en la voyant, s'illumina, redressa les épaules et courut vers le portail pour rencontrer ses sauveurs, anticipant déjà comment il me passerait les menottes. Il ne savait pas, le pauvre, qu'avec ses propres bras, il serrait le nœud coulant autour de son propre cou, en appelant les représentants de la loi, car il avait gardé dans sa poche un atout qu'il, dans son avarice, avait complètement oublié. La portière de la voiture de police claqua avec ce bruit sec et officiel qui, normalement, ne promet rien de bon aux citoyens ordinaires. Et 2 policiers entrèrent dans la cour. L'un était très jeune, au teint frais, avec les galons de caporal, visiblement un apprenti. Mais le second, robuste, avec un regard fatigué et des rides profondes autour de la bouche, avait le grade de lieutenant et semblait un homme qui avait tout vu dans cette vie et que plus rien ne surprendrait. La neige crissait sous leurs lourdes bottes et ce son dans le silence glacé se révéla étrangement fort, comme si la nature elle-même avait retenu son souffle, attendant le dénouement. Sébastien, en les voyant, se transforma instantanément. De l'arrogant grossier, il devint une victime malheureuse. Il ouvrit les bras,
et, presque en larmes, courut vers les représentants de la loi, comme vers des frères. Messieurs, enfin, hurla-t-il, en me désignant du doigt comme si j'étais un récidiviste dangereux. Arrêtez-les! Regardez ce qui se passe. En plein jour, ils ont fait irruption. Ils menacent. Ils veulent emporter la chaudière, les batteries, l'incarnation de ma maison. C'est un vol. Article 157. J'ai vu ça à la télévision. Le lieutenant ne scia même pas devant ce cri. Il tourna simplement lentement son regard du visage rouge et en sueur de Sébastien vers moi, puis vers mes gars, qui fumaient tranquillement près de la camionnette. Et dans ses yeux se lisait une tristesse millénaire face à la nécessité de résoudre encore une querelle domestique. Il s'approcha lentement de nous, ajusta sa ceinture et demanda d'une voix dénuée de toute émotion : « Que se passe-t-il, citoyen ? Qui est le responsable ? Pourquoi troublez-vous l'ordre public ?» Je fis un pas en avant, jetant mon mégot dans une poubelle. L'habitude de l'ordre ne m'abandonnait pas même dans de tels moments. Et tranquillement, avec dignité, je regardai l'officier dans les yeux. « Aucune infraction, monsieur le lieutenant. Je m'appelle André. Je suis technicien en chauffage. Ce sont mes collègues. Nous sommes venus récupérer mon bien personnel. » « Quel bien personnel ?» piailla Sébastien, sautant d'impatiente. « Tout est dans ma maison, à l'intérieur des murs. C'est à moi. Il ment. » Le policier soupira avec lassitude, retira son gant et sortit son bloc-notes, montrant par toute son attitude combien il aurait préféré être n'importe où ailleurs, sauf là. « Alors, du calme, citoyen. » Il s'adressa à moi. « Avec quoi tentez-vous de démonter des équipements ? Avez-vous des documents prouvant la propriété ou avez-vous simplement décidé que c'était à vous ?» Je lui tendis silencieusement ma serviette. Le lieutenant l'ouvrit et commença à étudier attentivement le contenu, passant ses doigts glacés sur les feuilles. Reçus, factures avec tampon, certificat de garantie avec numéro de série rempli, relevé de ma carte bancaire. Là se trouvait toute l'histoire de l'achat de ce maudit équipement jusqu'à la dernière vis. Quelques minutes s'écoulèrent, qui parurent à Sébastien une éternité. Il déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, essayant d'apercevoir le dossier par-dessus l'épaule de l'officier, et, nerveusement, il se léchait les lèvres. Finalement, le policier referma la serviette et me la rendit. « La documentation est en ordre. Tout a été acquis au nom de ce citoyen. » Il hocha la tête dans ma direction. « Mais écoutez !» Il se tourna vers Sébastien, qui avait déjà ouvert la bouche pour contester. « Si cet équipement est déjà monté et fait partie du système de chauffage de la maison, alors la question de la propriété devient controversée. » Sébastien afficha un sourire si large qu'il tenait à peine sur son visage. « Exactement, monsieur. Installé. Donc c'est à moi. Amélioration indissociable. »« Non, pas exactement, » corrigea le lieutenant. « C'est un litige civil. La police ne s'occupe pas de ce genre de choses. »« Vous ?» Il me regarda de nouveau. « Ne pouvez pas simplement entrer et tout retirer si le propriétaire s'y oppose. Il faut saisir la justice, engager un avocat, faire une expertise. En attendant, je suis obligé de vous demander de quitter les lieux pour ne pas provoquer de conflit. » Sébastien triompha. Il se redressa, sentant la force de la loi derrière lui, et son regard se remplit d'une telle supériorité venimeuse que j'eus envie de cracher. « Vous avez entendu ?» me siffla-t-il. « Cela ira devant la justice, cela traînera des années et la chaudière continuera de me chauffer. Et maintenant, sortez de ma cour avant que je ne dépose une plainte pour intrusion. » À ce moment-là, je sentis comme un interrupteur invisible s'activer en moi. La justice en laquelle j'avais cru toute ma vie était à présent défaillante, bloquée par les formalités bureaucratiques. Et je comprenais que si je partais maintenant, je perdrais pour toujours. Mais j'étais préparé à ce revirement. Je savais que Sébastien était cupide, et la cupidité pousse toujours à économiser sur la sécurité. « Un instant, monsieur l'officier », dis-je d'une voix forte et claire, couvrant le murmure satisfait de l'individu. « Je suis un citoyen respectueux de la loi, et je n'ai pas l'intention de me faire justice moi-même. Mais je souhaite faire une déclaration verbale officielle concernant un crime en cours et une menace pour la sécurité publique. Je demande que cela soit enregistré. » Le lieutenant, qui s'apprêtait déjà à regagner sa voiture, s'arrêta et me regarda avec intérêt. Le sourire de Sébastien vacilla et s'effaça. « Quel crime ?» Le policier se fit plus attentif. « Moi,
En tant que technicien certifié, habilité pour les services d'installation de gaz numéro 27/15, je déclare officiellement que sur cette propriété a été réalisé un raccordement clandestin au gaz et une installation autonome d'équipements consommateurs de gaz, sans projet d'ingénierie et sans rapport d'inspection. La cour plongea dans un silence de mort. Même les chiens, semblait-il, cessèrent d'aboyer, sentant la tension. Sébastien pâlit au point de ressembler à un drap. Ses yeux s'écarquillèrent et il commença à halter comme un poisson jeté sur le sable. « De quoi parlez-vous » piailla-t-il, perdant sa voix sous le coup de la frayeur. « C'est vous qui l'avez installé ?»« Exact. Je l'ai installé, » je répondis froidement, le regard fixé entre ses yeux. J'ai monté le système pour des tests et une vérification d'étanchéité, mais vous, Sébastien, avez refusé de faire et de payer le projet officiel auprès de la compagnie de gaz. Parce que c'était, pour citer vos propres mots, cher et long. Vous avez dit que vous vous en occuperiez plus tard, ce qui signifie qu'actuellement, l'utilisation de cette chaudière est illégale et représente une menace directe d'explosion de gaz domestique qui peut non seulement détruire votre maison, mais aussi la moitié de la rue. Je me tournai vers le lieutenant, dont le visage était passé de l'ennui à une grande gravité. Les plaisanteries avec le gaz dans notre région, après quelques accidents tragiques, étaient terminées. Monsieur le lieutenant, conformément aux normes, en constatant un raccordement irrégulier, vous êtes tenu d'appeler immédiatement la compagnie de gaz pour couper l'approvisionnement et dresser le procès-verbal d'infraction. Et moi, en tant que propriétaire de l'équipement, afin de ne pas être tenu pénalement responsable d'une éventuelle tragédie, je suis obligé de démonter immédiatement ma chaudière, car elle n'a pas été dûment régularisée. C'était l'échec et mat. Échec et mat en 3 coups. Sébastien comprit qu'il était tombé dans un piège qu'il avait lui-même tendu par sa mesquinerie. L'amende pour raccordement irrégulier s'élevait à des dizaines de milliers. Mais la facturation rétroactive de la consommation, calculée forfaitairement sur 6 mois, était une catastrophe financière. Mais le plus effrayant était la coupure de gaz à la veille de l'hiver, et, ce qui était encore plus honteux, bien avant l'arrivée des invités. « Où est le projet, propriétaire ?» La voix du lieutenant devint dure comme l'acier. « Où est le rapport d'inspection ? Montrez le contrat d'entretien. » Sébastien resta silencieux. Ses lèvres tremblaient. Il transférait son regard de moi au policier. Et dans ses yeux, je voyais l'effondrement de tout son petit monde. « Il n'y en a pas » lâcha-t-il finalement, en s'inclinant. « Nous sommes en cours de régularisation. En cours. » Alors, le lieutenant secoua la tête et sortit sa radio. Immédiatement, usage irrégulier, central. J'ai besoin de l'équipe d'astreinte de la compagnie de gaz à la rue d'Otipé numéro 23. Fuite possible, raccordement clandestin. Et vous, ici, puisque vous êtes le propriétaire de l'équipement et affirmez qu'il est installé de manière irrégulière, démontez-le. J'autorise cela pour éviter, disons, les conséquences. Sébastien se jeta dans ma direction, serrant les poings dans une rage impuissante. Mais le lieutenant posa la main à son épi, un geste bref mais très expressif. N'y pensez même pas, citoyen. Ou vous irez au poste pour résistance, et là, la conversation sera différente. Restez immobile et attendez les techniciens du gaz. J'acquiesçai à Marcio et à mes gars, qui, prenant les boîtes à outils, se dirigèrent vers la maison. Nous passâmes devant Sébastien, paralysé et anéanti, devant Conseil Saon, qui pleurait le visage couvert de ses mains, comprenant toute l'étendue de la honte, passant devant les fenêtres, derrière lesquelles la table du banquet était dressée. J'allais démolir ce que j'avais construit de mes propres mains et arracher le cœur de cette maison, car une maison sans chaleur n'est qu'une boîte de briques. Et bien que j'agisse selon la loi et ma conscience, quelque part au fond de moi, le remords me pinçait. Mais je me rappelais les larmes de Carla et la peur dans les yeux de Grassa, et ma main, serrant la clé à molette, devint ferme. Avoir pitié du bourreau, c'est trahir la victime. Voilà ce que je me disais. Nous entrâmes dans la chaufferie, où la chaudière bourdonnait doucement avec sa flamme bleue, apportant de la chaleur à des personnes qui ne la méritaient pas. « Alors, Andrézan, on commence ?» demanda Marcio à voix basse. Le silence qui s'abattit dans la chaufferie, après que j'eus fermé la vanne et que le doux bourdonnement du brûleur à gaz se fut, me parut plus lourd et plus effrayant que n'importe quel cri humain.
C'était le son d'une maison mourante, le son avec lequel l'esprit abandonne une demeure, ne laissant derrière elle que des murs de briques refroidissants et du métal mort. Nous travaillâmes avec les gars en parfaite synchronisation et en silence, comme des chirurgiens lors d'une opération difficile. Seulement, notre tâche était l'inverse. Non pas de sauver, mais de retirer les organes vitaux de l'organisme de ce bâtiment. Vous savez, il y a quelque chose de profondément contre nature pour un maître de démolir son propre ouvrage, dans lequel il avait investi non seulement la force de ses mains, mais aussi un morceau de son cœur. Nous démontâmes la chaudière murale, l'emballâmes soigneusement dans sa boîte. Puis, nous démontâmes les groupes de pompage et les vases d'expansion, ne laissant sur les murs que les trous désolés des chevilles et des taches sombres de suie. Derrière la porte de la chaufferie, on entendait des voix étouffées, des pas et une certaine agitation. Apparemment, les habitants, paniqués, tentaient de comprendre ce qui se passait, mais personne n'osait entrer tant que nous étions là. En une heure, lorsque nous eûmes fini avec la chaufferie, nous nous dirigeâmes vers la partie habitable de la maison pour retirer les radiateurs et la coûteuse plomberie de la salle de bain, dont Sébastien aimait tant se vanter auprès des voisins. Et ici, dans le couloir du deuxième étage, nous attendait un obstacle sous la forme de mon gendre Eduardo, qui avait apparemment décidé qu'il était temps de montrer de quoi il était capable, tandis que la police, en bas, dressait les procès-verbaux avec son père. Eduardo se tenait à la porte de la salle de bain, les bras écartés, bloquant le passage. Son visage était rouge d'excitation et sa gueule de bois d'hier était encore assez forte pour allumer une allumette. « Je ne vous laisserai pas passer », piailla-t-il, essayant de donner de la fermeté à sa voix, mais je n'y entendais que les notes hystériques de la peur. « C'est ma maison. J'habite ici. Vous n'avez pas le droit d'envahir mon espace personnel. Je vais crier maintenant. » Je m'arrêtai, posai la lourde boîte à outils sur le sol et le regardai avec une tranquillité empreinte de dégoût, remarquant comment ses genoux tremblaient sous son jogging d'intérieur. Cet homme qui, pas plus tard qu'hier, battait courageusement une femme sans défense, tentait maintenant de faire le héros devant 3 hommes costauds. Et c'était lamentable et ridicule. J'étais sur le point de l'écarter d'un coup d'épaule, quand soudain mon partenaire Marcio s'avança. Un homme montagne, calme comme un char d'assaut et fiable comme un radiateur en fonte. Marcio s'approcha silencieusement d'Eduardo, si bien qu'il dut lever la tête pour regarder Marcio dans les yeux, et posa sa main large et lourde sur son épaule, sans trop de force, mais avec poids, comme on pose la main sur le garrot d'un cheval inquiet. « Tu n'en as pas eu assez hier, gamin ?» demanda Marcio à voix basse, presque avec tendresse. Mais à ce ton, même moi j'aurais eu des frissons dans le dos si je n'avais pas connu Marcio depuis 20 ans. Veux-tu que nous descendions maintenant et que nous rappelions à monsieur le lieutenant comment tu as frappé la tête de ta femme contre le mur hier ? Le rapport n'a pas encore été rédigé. Carla a eu pitié, mais cela peut changer en 1 minute. Crois-moi, dans la cellule, il fera beaucoup plus froid que dans cette maison sans chauffage. Eduardo se dégonfla instantanément, comme un ballon percé. Tout son courage guerrier s'envola d'un coup, ne laissant derrière lui que la peur animale et visqueuse face à la responsabilité réelle. Il regarda effrayé en direction de l'escalier, où l'on apercevait les silhouettes des policiers. Puis, il reporta son regard sur le visage impassible de Marcio, et, comprenant que personne ne plaisantait avec lui, il baissa les yeux. « Ce n'est rien », murmura-t-il, retirant ses mains du montant de la porte et se recroquevillant contre le mur pour nous laisser passer. J'ai juste demandé. Nous passâmes devant lui comme devant un lieu vide, sans même l'honorer d'un regard, et entrâmes dans la salle de bain qui brillait de chrome et de carrelage blanc comme neige. Le démontage des mitigeurs et de l'ensemble de douche ne prit pas plus de 20 minutes. Mes mains se souvenaient de chaque mouvement, car j'avais tout installé avec soin, choisissant les meilleurs joints et la fixation la plus fiable. Lorsque nous sortions l'équipement, en passant devant Eduardo, il restait toujours contre le mur, les yeux fixés sur le sol, brisé, humilié par sa propre lâcheté, comprenant qu'il avait perdu non seulement le confort, mais aussi les dernières traces de respect aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. À midi, la maison s'était transformée en une caverne de glace, avec des moignons de tuyaux sortant des murs, d'où s'égouttait de l'eau rouillée, laissant sur le sol des flaques sombres. Les compères s'agitaient autour de nous, mais ils ne pouvaient rien faire.
La police surveillait l'ordre et la compagnie de gaz, arrivée suite à l'appel du lieutenant, scellait déjà diligemment la tuyauterie dans la rue, coupant à Sébastien les dernières voies de fuite. Lorsque la camionnette fut entièrement chargée et s'était affaissée sous le poids du métal, je sortis sur la véranda, m'essuyant les mains avec un chiffon imbibé d'huile et respirai l'air glacial, qui me semblait maintenant pur et frais. Sébastien était assis sur les marches, courbé, anéanti, un manteau jeté sur les épaules, et fixait un point, calculant apparemment mentalement les pertes qui augmentaient à chaque minute. À côté de lui se tenait Conceição, pleurant doucement dans un mouchoir. Je ressentis une pitié humaine pour cette femme, rendue otage de la tyrannie de son mari, mais je compris que la pitié ne l'aiderait pas à trouver sa voie maintenant. J'allai vers le compère, et il leva les yeux vers moi, plein de haine et d'impuissance. Le regard d'un homme à qui l'on avait retiré le sol sous les pieds, lui dérobant ce qu'il avait de plus cher, son bien-être matériel. « Alors, compère ?» dis-je calmement, observant l'agitation des techniciens du gaz près de la clôture. « La police vous a sauvé. La loi avec laquelle vous avez tant voulu m'effrayer a fonctionné, mais pas dans la direction que vous aviez calculée. Maintenant, attendez-vous à une amende énorme pour le raccordement illégal et préparez-vous à ce que le rétablissement du gaz prenne des mois de pérégrination, de service en service. » Sébastien grogna quelque chose en réponse, mais on ne pouvait pas comprendre les mots. Il s'étouffait de rage mêlée au désespoir. Après tout, il comprenait qu'il s'était lui-même jeté dans ce piège. « Et pour les invités qui arrivent dans quelques heures ?» poursuivis-je en lui donnant l'argument final. « Dites que c'est une surprise de l'hôte. Faite aux chandelles et en manteau. Au moins, vous avez économisé sur le projet. Beto, joyeux anniversaire. » Je me retournai et me dirigeai vers la voiture, sans regarder en arrière, sentant dans mon dos son regard fulminant. Mais ce regard n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Je m'assis dans la cabine avec Marcio, fermai la porte, coupant cette maison maudite de mon esprit, et dis brièvement « Allons-y ». Le moteur rugit, et nous partîmes, laissant derrière nous les ruines des ambitions d'autrui et restaurant, même à un prix si élevé, notre honneur outragé. Le soir, comme me le racontèrent plus tard des connaissances communes, de chères voitures importées commencèrent à arriver chez les compères, transportant des personnalités respectées de la ville, l'administration, des entrepreneurs locaux, invités à l'anniversaire pompeux. Mais la fête était irrémédiablement gâchée. Dans la maison régnait un froid de canard, la fumée sortait de la bouche. Il n'y avait pas d'eau chaude pour se laver les mains et la salle de bain ne fonctionnait pas, car nous avions retiré le groupe de pompage. Les invités, après s'être assis une demi-heure à la table bien garnie, commencèrent à se regarder les uns les autres, chuchotant sur la honte de l'hôte, qui avait laissé la maison dans de telles conditions, et, peu après, ils partirent en invoquant des affaires urgentes. Pour Sébastien, qui avait vécu toute sa vie pour les apparences, ce fut un coup plus terrible que toute perte financière. Ce fut la perte de la face, une humiliation publique qui, dans une petite ville, se retient pendant des décennies. Quant à nous, cette nuit-là, nous étions assis dans la cuisine chaleureuse et spacieuse de la maison de Pedro Fonte, buvant du thé avec de la confiture de mûre. Et, pour la première fois depuis longtemps, je voyais les épaules de mon épouse se détendre. Carla restait silencieuse, pensive, regardant sa tasse, mais dans ses yeux, il n'y avait plus cette expression traquée qui me torturait ces dernières années. « Père », dit-elle soudain, levant vers moi un regard clair et ferme, dans lequel je reconnus mes propres traits. « Aujourd'hui même, j'ai déposé une demande de divorce. Plus jamais, entends-tu ? Plus jamais je ne me laisserai humilier. » Je couvris sa main de la mienne, rugueuse et calleuse, et la serrai, lui transmettant mon soutien et mon amour, sentant comment une chaleur qui ne s'achète à aucun prix se répandait dans ma poitrine. « Je sais, ma fille, » répondis-je, et ma voix trembla d'orgueil pour elle. « Nous avons perdu notre ancienne vie, notre maison détruite par le feu, notre routine habituelle, mais nous avons conservé l'essentiel, nous-mêmes et notre dignité. Et les murs, nous en construirons de nouveaux, plus solides que les précédents. » Il semblait que la justice avait triomphé, le mal était puni. La famille était sauvée, nous étions au chaud. Mais la vie est une chose complexe,
et met rarement un point final là où nous le souhaiterions. 2 jours plus tard, alors que je commençais déjà à planifier la restauration de nos fondations, je reçus un appel d'un numéro inconnu sur mon téléphone. Je décrochai, m'attendant à entendre une nouvelle demande de réparation, mais j'entendis une voix officielle et sérieuse qui me mit en alerte. André Ribeiro, ici le commissaire de la Policia civile. Une plainte a été déposée contre vous par le citoyen Eduardo K. pour coups et blessures et menaces de mort. Vous devez vous présenter pour témoigner. Je raccrochai, regardant par la fenêtre la neige qui tombait, et compris que la guerre n'était pas encore terminée. L'ennemi, ayant reculé prématurément, avait décidé d'attaquer par derrière, utilisant la tactique la plus lâche, la calomnie. Le voyage au commissariat, où j'avais été convoqué par assignation, me rappelait ces rêves gris et sombres que l'on fait parfois en cas de fièvre. On marche dans une rue connue. Les pieds s'enfoncent dans un marais invisible et l'air devient épais et lourd. Dans la rue, une tempête de neige cinglante soufflait, obstruant les essuie-glaces du vieux taxi avec de la neige. Et ce grincement monotone du caoutchouc sur la vitre affectait les nerfs plus que la conversation imminente avec le commissaire. J'étais sur la banquette arrière, serrant dans la poche de ma veste une petite clé USB noire, et je pensais jusqu'où une personne peut aller, poussée par une rage impuissante et le désir de se venger à tout prix. Mon gendre Eduardo, ce héros des batailles domestiques, ne trouvant pas en lui le courage de reconnaître sa défaite lors d'une conversation honnête d'homme à homme, avait décidé d'utiliser la loi comme une massue pour me frapper par derrière. Des personnes en uniforme passaient, le visage préoccupé. Quelqu'un discutait fort dans les bureaux. Quelque part, un enfant pleurait, et toute cette atmosphère pesait sur mes épaules comme une dalle de béton. J'ai trouvé le bureau nécessaire. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à une attitude calme et professionnelle, et j'ai frappé à la porte usée, portant la plaque. Commissaire de police Ferreira, WP. Derrière une table couverte de piles de dossiers, était assis un homme jeune, mais déjà dégarni, portant des lunettes qui semblaient n'avoir pas dormi depuis 3 jours. Il leva vers moi des yeux rougis, me désigna la chaise d'un geste et, sans perdre de temps en salutations, ouvrit le dossier qui se trouvait devant lui. Citoyenne Ribeiro, André Paulo, confirma-t-il d'une voix sèche et sans éclat, dans laquelle il n'y avait ni menace, ni sympathie, juste de la fatigue. Une plainte a été déposée contre monsieur. Il est dit que, il y a 2 jours, lors du démontage d'équipements chez son père, monsieur lui a causé de graves lésions corporelles et l'a également menacé de mort, brandissant, je cite, une lourde clé à molette. Il affirme également que vos employés, le citoyen Marcio S. et d'autres individus non identifiés, le retenaient par la force pendant que monsieur cambriolait la maison. J'écoutais cet absurde et, croyez-moi, je n'avais pas envie de m'indigner, mais plutôt de rire au nez de l'absurdité de ce que j'entendais. C'était si clairement une invention. Eduardo, dans sa fantaisie, avait transformé notre visite calme et légale en un film d'action des années 90, où il jouait le rôle de victime innocente d'un vol à main armée. C'est un mensonge du début à la fin, monsieur le commissaire, répondis-je calmement, en le regardant droit dans les yeux. Il n'y a eu aucune violence. Il a effectivement tenté de nous bloquer le passage, mais personne ne l'a touché. Et quant aux menaces, il a joint un certificat de blessure à la plainte, dit le commissaire en feuilletant les papiers. Il a joint une contusion à l'avant-bras et une égratignure au front. Il affirme que monsieur l'a poussé contre le mur. Je secouai la tête, me souvenant comment Eduardo s'était recroquevillé dans un coin, craignant même de lever les yeux vers Marcio. Ces blessures, si elles sont réellement récentes, il aurait pu les subir n'importe où, par exemple en tombant ivre, observai-je. Mais j'ai quelque chose de mieux que des mots. Je sortis de ma poche cette clé USB et la posai sur la table devant le commissaire. Vous savez, je travaille avec des gens depuis 30 ans et durant toutes ces années, j'ai appris une règle d'or. Quand on se rend chez un client problématique, d'autant plus un parent qui a promis de vous faire arrêter, il faut se protéger. Dans ce fichier, il y a la vidéo d'une caméra corporelle qui était sur la poitrine de mon partenaire Marcio. Nous l'avons allumée dès que nous sommes entrés sur la propriété et ne l'avons éteinte qu'une fois dans la voiture. Chaque mot, chaque mouvement est enregistré, et il est parfaitement visible comment le soi-disant lésé s'est comporté et qui a réellement menacé qui.
Le commissaire regarda la clé USB avec intérêt, puis moi, et pour la première fois, du respect apparut dans ses yeux. Apparemment, il n'était pas courant que des suspects apportent eux-mêmes les preuves de leur innocence. Il inséra silencieusement l'appareil dans l'ordinateur. Le bureau se remplit des sons de ce jour-là. Le grincement de la neige, l'écho de la maison vide, notre conversation calme et les cris stridents et hystériques d'Eduardo. L'écran montrait clairement comment le gendre, titubant, nous bloquait le chemin, comment il nous insultait et comment Marcio, sans user d'aucune force, restait simplement immobile comme un roc devant lui. Il était visible que je n'avais aucune clé dans les mains, que je ne m'approchais même pas d'Eduardo, mais que je passais tranquillement avec la boîte à outils. Le silence qui plana dans le bureau après la fin de l'enregistrement était complètement différent. C'était le silence de la clarté. Le commissaire se pencha en arrière sur sa chaise, retira ses lunettes et se frotta le nez. Et je vis comment le masque de l'indifférence officielle quittait son visage, cédant la place à la répugnance humaine face à la lâcheté. « Eh bien » prolongea-t-il, en refermant le dossier. Il poussa vers moi une feuille blanche et un stylo. « Écrivez votre déposition. Joignez l'enregistrement aux éléments de l'enquête. Nous n'ouvrirons pas de procédure pénale pour absence de crime. Quant au citoyen Eduardo, nous allons procéder à une vérification en vertu de l'article 340 pour fausse dénonciation. Là, bien sûr, il sera difficile d'obtenir une véritable condamnation, mais nous allons bien lui taper sur les nerfs et l'amende sera telle qu'il arrêtera de boire pendant un bon moment. Allez-vous écrire une contre-déposition ? Je tins le stylo au-dessus du papier et pensai. Devant moi se trouvait un choix. Achever celui qui était déjà à terre, détruire Eduardo définitivement, transformer sa vie en un enfer de litige judiciaire, ou m'arrêter. Je me souvins de Carla, qui commençait à présent une nouvelle vie. Je me souvins de Grassa, qui ne demandait que la paix. Avions-nous besoin de cette saleté ? Avions-nous besoin de ces dépositions infinies, de ces tribunaux, de ces rencontres avec ces gens qui s'étaient déjà punis eux-mêmes ? Non, dis-je avec fermeté, posant le stylo de côté, après avoir rédigé ma déposition. Je ne le ferai pas. Que Dieu le juge, monsieur le commissaire. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on laisse ma famille en paix pour toujours. Si vous refusez d'ouvrir une procédure contre moi et que vous lui expliquez les conséquences d'une fausse dénonciation, cela suffira. Je veux les oublier comme un cauchemar. Le commissaire me regarda avec un étonnement non dissimulé. Apparemment, dans sa pratique, la clémence était encore plus rare que la prévoyance. « Votre droit. » Il hocha la tête, me rendant ma pièce d'identité. « Vous faites preuve d'une patience rare, André Paolo. Un autre à votre place les aurait ruinés. Vous pouvez y aller. Vous êtes libre. Et avec votre plaignant, je vais avoir une conversation préventive. Je pense que l'envie de porter plainte lui passera pour toujours. » Je sortis du bâtiment du commissariat, alors que dehors s'épaississaient déjà les premiers crépuscules de l'hiver. La tempête de neige s'était calmée et l'air était transparent et sonore. Le téléphone dans ma poche vibrait, c'était Grassa qui appelait. Je souris, imaginant son visage inquiet, et répondis « Tout va bien, ma chérie, c'est fini, je rentre à la maison. » À présent, ce mot sonnait d'une manière nouvelle. Même si c'était la maison temporaire de Pedro Fontes, des êtres chers m'y attendaient. Il y avait là une chaleur que nous créions nous-mêmes avec nos relations, et non avec des chaudières à gaz. Quand j'entrai dans la maison, l'odeur de gâteaux fraîchement préparés m'accueillit. Grassa préparait des gâteaux pour la première fois en 6 mois. Carla, en me voyant, me sauta au cou et je sentis comme elle tremblait. « Papa, alors ?» demanda-t-elle, me regardant dans les yeux. « Tout va bien, ma fille. » Je l'embrassai sur la tête. « Personne ne nous touchera plus. La procédure est close. » Nous nous assîmes pour dîner, et la table n'était pas alourdie par le silence. Nous parlions de la fondation, des fleurs que Grassa planterait au printemps, du fait que Pedro Fontes m'avait proposé un bon travail pour l'été. Nous faisions des projets, et dans ces projets, il n'y avait de place ni pour Sébastien, ni pour Eduardo, ni pour la haine. Ils étaient restés là, dans le passé, dans la maison froide, avec le gaz coupé, seuls avec leur cupidité et leur mesquinerie, et nous allions de l'avant. Mais il restait encore une chose importante à faire. Je comprenais que cette histoire,
aussi personnelle fût-elle, devait servir de leçon, pas seulement pour nous. 6 mois s'étaient écoulés, et la neige, qui semblait éternelle cette nuit effrayante de notre fuite, avait beaucoup fondu, cédant la place au premier vert timide. Vous savez, le temps est un maître incroyable. Il ne se contente pas de guérir les blessures, comme on a coutume de dire dans les beaux livres, mais il nous polit plutôt en éliminant tout ce qui est superflu et superficiel, ne laissant que le noyau solide du caractère. Nous, avec Grassa et Carla, passâmes l'hiver dans la maison de Pedro Fontes, payant honnêtement son hospitalité. Je m'occupais de la maison de manière à ce qu'elle fonctionne comme une horloge suisse. Et mes filles y apportèrent un tel confort que le propriétaire, en arrivant les week-ends, secouait la tête à chaque fois et disait ne plus reconnaître son appartement de célibataire. Mais aussi bien que l'on soit chez les autres, l'âme aspirait à son propre foyer, à la terre natale qui nous attendait, noire de cendres, mais prête à recevoir une nouvelle vie. Avec les premiers rayons de soleil printanier, nous commençâmes la construction. Et c'était complètement différent d'avant, quand nous, jeunes et insensés, courions après les mètres carrés et les étages pour ne pas être en reste par rapport aux autres. À présent, nous construisions différemment, plus petits, plus modestement, mais solidement, déposant dans chaque brique non pas l'ambition, mais l'amour et la paix que nous avions conquis en traversant l'enfer de l'humiliation. Je me tenais au bord de la fondation fraîchement coulée, respirant l'odeur du béton frais, une odeur qui, pour tout constructeur, est plus douce que le parfum français. Et je regardais comment Carligna, ma fille, dans une salopette tachée de peinture, riant, aidait sa mère à délimiter les futurs parterres. Elle avait fleuri, s'était libérée du poids des années d'oppression, avait redressé le dos et, dans son rire, j'entendais la musique de la liberté, pour laquelle il valait la peine d'avoir vécu cette nuit froide, les menaces et les vérifications du commissariat. J'essayais de ne pas penser aux compères, les ayant rayés de ma mémoire comme une erreur de calcul irritante. Mais dans une petite ville, comme on le sait, personne ne se tait. Et les nouvelles nous parvenaient, que nous le voulions ou non. On disait que Sébastien, après avoir payé une énorme amende pour le raccordement illégal et avoir vécu la honteuse fête d'anniversaire dans le froid, avait beaucoup dépéri. Son élan commercial avait été remplacé par une sombre méfiance. Il s'était disputé avec tous les voisins, voyant des ennemis partout. Le gaz fut bien sûr reconnecté, mais cela coûta tant en air et en argent que la joie de la chaleur fut irrémédiablement empoisonnée par l'amertume des reproches mutuels. Et Eduardo, se retrouvant sans victime silencieuse sur qui décharger sa colère, commença à boire encore plus qu'avant. Et selon les rumeurs, Concessant lui cachait désormais les couteaux de cuisine, récoltant les fruits de son silence criminel et de son indifférence. Mais, honnêtement, cela ne me disait rien, et je ne ressentais ni plaisir pervers, ni triomphe en entendant ces nouvelles, car une personne heureuse ne se retourne pas pour cracher sur son agresseur. Ils furent punis non par ma main, non par la police civile,